Alors du coup, comment vous regardez les politiques français? Vous les regardez de façon narquoise en disant Non, 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 enfin, j'avais pas une très très grande estime a priori, mais je dois dire que là, quand même, voilà, c'est vrai que, pour parler vulgairement, tout le monde s'est gavé et bon, c'est pas bien, quoi. C'est pas bien. C'est pas bien. Et vraiment, de tous les partis. Personne n'y échappe. Alors vous parlez aussi de Bourgi, qui dit qu'il est le fils spirituel de Focard. Alors, Robert Bourgi donc, se dit le fils spirituel de Focard. En fait, c'est parce que son père était, comme on dit, un honorable correspondant de M. Focard, donc un informateur. Donc, Robert Bourgi a baigné là-dedans. Mais la différence entre Focard et Bourgi, c'est que Focard était, on va dire, un homme d'État qui commettait des choses horribles, mais c'était au nom de la grandeur de la France. Robert Bourgi, c'est un avocat d'affaires dont les clients sont les présidents africains, donc il touche des honoraires. Donc on n'est plus du tout dans le même rapport, de même que le président de Gaulle n'est pas le président Sarkozy, l'époque a changé. Bon. Alors Robert Bourgi, c'est pareil, il aime bien la télévision aussi, il aime bien les caméras, il aime bien dire qu'il est le monsieur au centre de tout, ce qui l'amène à beaucoup parler. Je pense qu'il va, sans doute, il a dû se faire taper sur les doigts encore une fois par Nicolas Sarkozy pour avoir trop parlé, mais c'est vrai qu'il aime bien dire qu'il est au courant de tout, que c'est lui qui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça, donc... Nicolas Sarkozy aussi a beaucoup parlé. Enfin, oui. Il parle beaucoup sur l'Afrique. Au départ, quand il arrivé au pouvoir, il disait la France n'a pas besoin de l'Afrique. Oui. Voilà, bon, nous, ça nous fait un peu rire. Et puis, il y a eu ce fameux discours de Dakar où il disait que nous ne sommes pas entrés dans l'histoire. Vous, en tant que journaliste, en tant que Français... Vous savez, nous, en France, le président Sarkozy, on l'entend beaucoup parler, faire des promesses. Et puis, je dirais... en caricaturant à peine, dire tout et son contraire. Donc ce qu'il a dit sur l'Afrique, ça ne m'a pas beaucoup intéressé parce que j'aurais tendance à dire que c'était un peu n'importe quoi selon le plumitif qui lui avait fait son discours, quoi. Bon, alors il a eu des mots malheureux, l'Afrique qui n'est pas encore entrée dans l'histoire, etc. Bon, vous voyez, c'était... bon, la réalité, elle est ailleurs, quoi. La réalité, c'était pas tellement dans les discours que tenait Sarkozy, c'était dans ce qui se passait réellement et ce que faisait Sarkozy. Et c'est vrai qu'au début, en plus, contrairement à Chirac et à Mitterrand, qui aimaient bien le continent noir, en ce sens qu'il y avait quelque chose qui leur plaisait bien dans cette espèce de chaleur, de fraternité. Bon, Mitterrand, quand il allait en Afrique, il y passait une semaine. Nicolas Sarkozy, il fait un aller-retour en avion. Donc il n'aime pas l'Afrique, si vous voulez. Il n'aime pas le pays, alors que bon... donc c'est différent. Mais il y va, alors à la fin du film, on dit que comme représentant de commerce attentionné, effectivement, il y va pour représenter les grandes sociétés françaises qui continuent à faire du business en Afrique, quoi. C'est plus ça. Par rapport aux événements en Tunisie, on a bien vu le silence du gouvernement français. Hein. Bon, il a juste dit « Nous n'acceptons pas que le président déchu vienne en France », parce que le gouvernement français avait peur de la réaction des Tunisiens ici. Par contre, pour la Côte d'Ivoire, bon, vous ne voulez pas en parler, mais quand même, je voudrais quand même vous poser la question. Comment Nicolas Sarkozy peut-il demander, sommer un chef d'État africain, même si on n'est pas d'accord avec lui, qu'il soit au pouvoir ou pas, qu'il y reste, comment peut-il dire... en tout cas, ce que moi je dis dans le film... De faire un ultimatum comme ça. Ce qui est dit dans le film, c'est que Laurent Gbagbo n'a jamais été le candidat des Français. Bon, c'est vrai que depuis le début... les premiers... Pourquoi là? Parce que c'est quelqu'un qui ose dire non à la France Ah, c'est compliqué. C'est compliqué l'Afrique. Hein. C'est compliqué. Je pense que Alassane Ouattara rassure beaucoup plus les Occidentaux que Laurent Gbagbo, parce que c'est quand même un homme qui a été formé aux États-Unis, il a été directeur adjoint du FMI, etc. Donc quelque part, il y a une espèce de... Vous voyez, bon. Moi, personnellement, quand j'ai entendu les déclarations de Nicolas Sarkozy, je n'ai pas très bien compris, parce que de toute façon, la communauté internationale, l'ONU, l'Europe, avaient pris position dans cette affaire. C'était pas nécessaire que la France en rajoute d'une certaine façon. D'abord, c'était mettre en danger les Français là-bas qui sont encore assez nombreux. C'était pour moi un peu quelqu'un qui aboyait derrière la meute, quoi. Oui, bon, voilà. Maintenant, sur la question, je comprends que les Africains, alors, bon, je comprends que les Africains soient agacés que la communauté internationale intervienne à ce point-là. Bon. Mais en même temps, je pense que Laurent Gbagbo n'est pas non plus le président qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. Bon, parce que quand on voit l'état de la Côte d'Ivoire, l'appauvrissement, quand on voit l'état du pays, on se dit, tiens, il y avait sans doute mieux à faire. Mais je ne peux pas, voyez, en dire plus sur Alors on laisse la Côte d'Ivoire, hein, parce qu'on avait décidé de ne pas en parler. Parlons de ce documentaire sur le Vatican. On l'a bien compris, vous aimez vous mettre en danger. Alors le Vatican, dans quelle direction vous allez? Non, il n'y aura pas de danger, là. Il y aura pas, non, si vous voulez, ce que j'aime bien, en fait, c'est essayer de faire dire des choses
On dirait que vous savez y que faire. tout le monde sait, mais que personne ne dit. Parce que tout ce qui est dit sur la France-Afrique, tout le monde le savait. Et bien pire que ça. Parce que moi, je n'ai dit dans le film que ce qu'on voulait bien me dire. Mais hors caméra, on me raconte des choses qui... Bon. Sur l'histoire de Vatican II, cette grande révolution d'il y a 50 ans et qui continue à avoir des effets aujourd'hui, c'est pareil, il y a un double discours. Il y a ce que les gens disent sur le rôle de la curie, le rôle des papes, etc. Et puis ce qui est dit officiellement et ce qui est dit, je dirais, bon. Et l'intérêt là aussi, c'est de montrer qu'il se passe actuellement dans l'Église catholique des choses terribles, mais aussi des choses formidables. Les choses terribles, c'est, par exemple, sur la pédophilie, c'est terrible ce qui se passe. Et ce n'est pas qu'un incident, la pédophilie. Ça révèle des choses beaucoup plus graves qui remontent à la constitution même de l'Église catholique. Et puis, il se passe des choses formidables. Les chrétiens font des choses formidables en dehors de la hiérarchie. Donc, c'est de montrer tout ça. Voilà. C'est tout. Alors, Patrick Banquet, c'est presque la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez un message particulier à donner aux téléspectateurs qui vous regardent dans le monde entier, en Afrique notamment? Un message, ça serait bien prétentieux, mais si vous voulez, pour en revenir à la définition que j'ai donnée de mon travail, je pense que ce qui est quand même important, c'est que, et le documentaire sert à ça parce qu'on a le temps de travailler, d'aller au fond des choses, c'est que les gens comprennent que les choses sont complexes. Et quand on a compris que les choses étaient complexes, on se fait manipuler moins facilement. Voilà, c'est vrai qu'on vit une époque difficile, surinformés, etc. Et que donc, que ça soit en Afrique, que ça soit ailleurs, éviter de se faire manipuler, voilà. Et donc, par les médias aussi, quand même. Et par les médias, complètement. Par les médias qui jouent un rôle très important. Donc, moi, j'essaye, en tout cas, dans les documentaires que je fais, de faire entrer les choses le plus honnêtement possible, parce que l'objectivité, c'est difficile. L'honnêteté, c'est plus facile. L'objectivité, c'est difficile. Donc, le faire le plus honnêtement possible, que les gens comprennent que les choses sont compliquées, et qu'il y a des mécanismes à comprendre pour ne pas être manipulés, quoi. Vous disiez que le point de départ de votre travail de journaliste, c'est un peu d'aller dans le monde entier et faire ces sujets-là. C'est aussi pour répondre à des questions que vous posez sur vous-même. Est-ce que le fait d'avoir fait toutes ces enquêtes sur tous les sujets, est-ce que vous avez enfin trouvé des réponses aux questions que vous posez? Et d'abord, vous posez quelles questions sur vous-même? Non, les questions qu'on se pose, si vous voulez, les questions que je me pose, c'est des questions que se pose tout le monde. La chance de mon métier, c'est que j'ai la possibilité d'aller dans des milieux très très différents. Je rencontre des cardinaux en ce moment. Bon, il y a plein de gens qui auront envie de parler avec des cardinaux. Bon, j'ai rencontré les hommes secrets de la France-Afrique. Bon, donc si vous voulez, ça permet d'approcher directement, et non pas par le biais de bouquins ou d'articles, si vous voulez, d'approcher directement des personnages qui font un peu l'histoire du pays. Donc c'est plus une curiosité générale. Alors, ma curiosité générale, c'est en gros comment fonctionne la société, quoi. Comment fonctionne le monde, pourquoi il y a des guerres, pourquoi est-ce que, vous voyez, il se passe des choses en ce moment en Tunisie, on a envie de se dire, mais comment se fait-il qu'en 3 jours, ce président a sauté, etc. Oui, donc c'est vrai que c'est grâce à Internet. Oui, donc si vous voulez, c'est de comprendre un petit peu comment fonctionne, comment avance le monde, quoi. Bon, alors c'est vrai qu'on a tendance à penser que le monde va mal et qu'il va un peu dans le mur. Donc au moins de comprendre pourquoi le monde va dans le mur. J'ai fait aussi des sujets qui s'appelait Sale temps sur la planète, c'est-à-dire c'était au sommet de Kyoto, un des premiers sommets sur le réchauffement de la planète. Bon, j'ai beaucoup mieux compris, effectivement, pourquoi ça va mal et pourquoi il y a des gens aussi qui refusaient de dire quand ça allait mal. Vous voyez ? Donc voilà, c'est une curiosité. On a le sentiment que, et là ça sera peut-être ma dernière question, on dirait que ce sont les jeunes dans le monde entier qui veulent prendre l'avenir du monde. On le voit, ça a commencé en Grèce, Tunisie, dans différents pays. On voit bien que les jeunes veulent dire aux adultes, bon, c'est bon, maintenant on veut le pouvoir, il est à nous et on va l'obtenir, que vous le vouliez ou pas. Si vous voulez, je crois qu'il y a un phénomène assez classique, c'est que quand on vieillit, je vais dire des banalités, mais quand on vieillit, on est moins contestataire, et puis on a plus envie de s'accrocher à la situation acquise. Je crois que c'est, alors, indépendamment des problèmes de dictature politique et tout, c'est vrai que dès qu'on est au pouvoir, on veut le garder, on veut le garder. Et du coup, c'est vrai que la situation des jeunes aujourd'hui dans le monde est dramatique. C'est vrai que ma génération, qui est la génération du baby-boom, etc., même la réforme des retraites qui a été adoptée en France, elle ne me touche pas, elle est derrière moi. Elle est pour les autres, ceux qui va. Donc, si vous voulez, on est une génération. Je pense que moi, j'appartiens à une génération quand même privilégiée et du coup qui a tendance à vouloir garder ce qu'elle a, etc. Bon. Et les jeunes ont raison d'y aller. Et je pense qu'il va. De toute façon, écoutez, on ne va pas jouer les oracles, mais vraisemblablement, ça va péter.
que ce soit en France ou ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y a des tensions tellement fortes, et puis il y a cette espèce de scandale quand même mondial qui est de l'écart entre les riches et les pauvres, qui atteint des proportions. Là aussi, il y a du travail, là aussi, il y a des documentaires à faire. Ça atteint des proportions, enfin, si vous voulez, on va revenir à la nuit du 4 août, à l'abolition des privilèges. On a des privilégiés aujourd'hui qui sont phénoménaux. Donc là, je pense qu'on va on rentre dans une période où, voilà. Et la Tunisie, de ce point de vue-là, est très intéressante. Patrick Benquet, j'ai vraiment été ravi de vous rencontrer. Moi aussi. J'espère que nous nous reverrons très bientôt pour une autre émission et peut-être pour un autre documentaire. Au revoir. Au revoir, merci. À bientôt. Voilà, j'espère que vous avez aimé donc ce nouveau rendez-vous avec moi, donc les rendez-vous d'Eugénie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci. Au revoir. Bolingo na zamba. Pona nini na sekate.